Alors, imaginons une autoroute un vendredi soir. Le trafic est hyper dense, mais ça roule. Et là, soudainement, sans aucune raison apparente, Le fameux océan de feux rouges qui s'allume devant. c'est ça. Tout le monde ralentit, presque à l'arrêt, forcément la frustration monte, on s'attend tous à un énorme accident sur notre voie, et finalement, en arrivant à la source du bouchon, on réalise qu'il n'y a absolument rien sur la route. Ah bah oui, l'obstacle est toujours de l'autre côté. Exactement, sur la voie inverse. Juste un banal accrochage, un truc sans gravité. Mais des centaines de conducteurs ont freiné, ont tourné la tête et ont créé un bouchon monstre juste pour observer un drame qui ne les concernait pas du tout. C'est quand même fou parce que si, au même endroit, le ciel offrait un coucher de soleil absolument spectaculaire, Personne ne freinerait pour l'admirer. bah non, personne. En fait, cette scène du quotidien, elle illustre parfaitement une mécanique fondamentale de notre biologie. Lors de notre précédente exploration, on s'était vraiment concentré sur la construction de cet élan vital, tu sais, ce fameux momentum créé par les petites habitudes. Ouais, ce mouvement presque impossible à arrêter une fois qu'il est lancé. Exactement. Sauf que ce momentum, il est extrêmement vulnérable à des forces extérieures qui sont souvent invisibles. L'instinct qui nous pousse à regarder un accident plutôt qu'un coucher de soleil, ben, c'est justement l'une de ces forces. Notre cerveau n'a absolument pas été sculpté par l'évolution pour nous rendre heureux, sereins ou productifs. Il a été conçu uniquement pour la survie, c'est ça. Totalement. C'est son seul objectif. Ce qui explique ce fameux biais de négativité. Pour nos ancêtres, ignorer un beau paysage, ça n'avait aucune conséquence. Mais ignorer un buisson qui bouge, c'était potentiellement rater un prédateur et y laisser la vie. C'est exactement ça. L'esprit humain est génétiquement câblé, presque magnétiquement attiré par tout ce qui représente une menace ou une crise. Les neurosciences montrent d'ailleurs que l'amygdale, la zone du cerveau qui détecte les menaces, elle agit comme une alarme ultra sensible. Et le problème, c'est que cette architecture archaïque, elle se heurte de plein fouet à notre monde moderne où l'information déborde de partout. Et c'est là qu'intervient la première grande sphère d'influence qui façonne nos choix sans même qu'on s'en rende compte, la diète mentale. Parce que tu vois, le contrôle de soi, on le perçoit souvent comme une simple question de volonté, mais en fait c'est une illusion monumentale si on ne maîtrise pas d'abord ce qu'on donne à consommer à son propre esprit. L'analogie avec la nourriture physique, pour le coup, elle est d'une logique implacable. Tout le monde comprend que si on nourrit son corps avec de la malbouffe, du sucre, des trucs ultra transformés, on finit par être fatigué, la santé se dégrade, la machine s'encrasse, quoi. Ouais, c'est inévitable. Et c'est tout à fait logique de transposer ça au cerveau. L'esprit est vraiment le résultat direct de l'information qu'il avale. Chaque article anxiogène, chaque fait divers, chaque théorie du complot, ça agit littéralement comme une toxine mentale. Surtout que le modèle économique de l'attention aujourd'hui, il repose entièrement sur l'exploitation de cette faille neurologique. Le but des plateformes, ce n'est pas d'informer de manière neutre. C'est de déclencher cette alarme de survie pour capter le regard, j'imagine. Exactement. C'est une pure mécanique de captation. Et là, il y a une image mentale très puissante pour comprendre ça. Imaginons l'esprit comme un simple verre d'eau, vide. Ok. Et si on remplit ce verre avec de l'actualité en continu, des polémiques sur les réseaux, des drames, on y verse de l'eau sombre et boueuse. Et le truc terrible, c'est que cette eau sale devient le filtre à travers lequel on va observer absolument tout le reste. Ah ouais, je vois. La créativité, l'optimisme, l'envie de maintenir le momentum dont on parlait, tout est teinté par cette boue. Si le verre est rempli de cynisme, il n'y a que du cynisme qui peut en sortir. C'est le principe même de la neuroplasticité. Les voies neuronales qu'on emprunte le plus souvent, elles se renforcent. Si ton esprit baigne tous les jours dans des scénarios catastrophes, ton cerveau devient un expert mondial pour repérer ce qui pourrait mal tourner. Et il devient incapable de voir les opportunités. Complètement. Et la mécanique des fluides nous apprend un truc simple, on ne peut pas retirer la boue d'un verre avec une cuillère. Le seul moyen physique de purifier l'eau, c'est de placer le verre sous un robinet d'eau claire et de laisser couler à flot. Donc, l'eau pure va diluer l'eau sale jusqu'à ce que le verre déborde et que la boue soit évacuée. Ça implique une saturation intentionnelle. Faut inonder son cerveau de récits inspirants, d'idées constructives. Voilà, c'est exactement l'idée. Mais là, je dois quand même amener une contradiction, parce que c'est la réaction hyper classique face à ce concept. Vas-y, dis-moi. Fermer les robinets de l'information de masse, refuser de suivre les drames mondiaux ou l'actualité brûlante, est-ce que c'est pas une forme de déni ou même d'égoïsme? On risque pas de se transformer en ermite complètement déconnecté de son époque? C'est une objection essentielle. C'est vrai que la frontière entre se préserver et l'ignorance volontaire a l'air super fine. Mais en fait, la nuance, elle est dans la sélection.
Il y a un gouffre entre être un citoyen informé et être une sorte de réceptacle passif d'un flux d'angoisse. C'est vrai que la plupart des infos qu'on reçoit n'offrent aucune prise à l'action. Ça nous indigne, mais on peut rien y faire. Exactement. L'idée, c'est pas de nier les problèmes du monde, c'est d'accepter que s'exposer en boucle à des drames sur lesquels on n'a aucun pouvoir direct, ça draine l'énergie qu'on pourrait utiliser pour agir là où on a vraiment de l'influence. En gros, c'est la différence entre subir et choisir. Si on est passionné par l'écologie, on paramètre ses flux RSS, on lit des revues spécialisées, on écoute des conférences. L'information redevient un outil et plus un poison. Absolument. Et l'avantage énorme de cette diète, c'est qu'on récupère un temps précieux pour faire couler cette fameuse eau claire. C'est là que la notion d'université ambulante prend tout son sens. Ah, l'université ambulante, j'adore ce concept. Quand on regarde le quotidien d'un professionnel, le temps passé dans les transports, que ce soit en voiture ou dans le métro, c'est astronomique. C'est vertigineux. 1 heure par jour, 5 jours par semaine. Ça fait quoi? 250 heures par an enfermées dans un habitacle? C'est l'équivalent de plusieurs semestres à l'université. Et la plupart du temps, on comble ça avec de la musique écoutée par habitude ou des débats radio sur le dernier scandale. Alors que si on transforme ce sas en salle de classe virtuelle, Avec des livres audio, des séminaires d'histoire, des analyses. on transforme un temps mort en avantage compétitif massif. C'est le moyen le plus simple de garder son verre rempli d'eau pure. C'est génial. Et cette purification de l'esprit, c'est un peu le prérequis absolu pour aborder notre deuxième grande sphère d'influence. Parce que si l'information, c'est l'eau qu'on boit, les relations humaines, c'est carrément l'océan dans lequel on nage au quotidien. Totalement. C'est un principe de psychologie comportementale super documenté. On est des créatures tribales. L'évolution a toujours favorisé ceux qui s'intégraient au groupe, parce que l'isolement, c'était la mort. D'où cette fameuse maxime qui dit qu'on finit inévitablement par devenir la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et c'est pas juste poétique, ça se mesure sur l'ambition, le vocabulaire, le rapport à l'argent. Et même la condition physique. Les neurosciences l'expliquent super bien avec nos neurones miroirs. Notre cerveau y simule en permanence les actions et les émotions des gens autour de nous pour créer de la cohésion sociale. Ce mimétisme, il est complètement subconscient. Donc, si ton entourage se plaint tout le temps face à la moindre difficulté, ton cerveau va adopter la plainte comme une norme sociale acceptable. Voilà. Et à l'inverse, si tes proches voient chaque obstacle comme un défi excitant, tu t'adaptes à cette norme de résilience. J'aime énormément l'analogie de la dérive océanique pour illustrer ça. Quiconque a déjà nagé à la mer s'y reconnaîtra. On entre dans l'eau, on fixe sa serviette rayée sur la plage, on nage avec conviction en pensant aller tout droit. Et 20 minutes plus tard, tu cherches ta serviette. Et tu te rends compte que tu as dérivé d'1 kilomètre sur la droite. Et pourtant, le courant était imperceptible, on ne sent pas l'eau nous pousser. Eh bien, l'influence sociale, c'est exactement cette dérive. On ne se réveille pas un beau matin en décidant d'abandonner sa discipline. C'est une succession de minuscules concessions. L'exemple du dîner au restaurant est parfait pour illustrer ça. Imagine, t'as pris la ferme décision l'après-midi de manger sainement, de prendre une salade et de l'eau. L'intention est là. Mais vient le moment de commander. Les 4 pattes autour de la table prennent des frites, des plats en sauce, des bières en rigolant qu'il faut profiter de la vie. Et au moment de parler au serveur, la pression sociale s'active. Pour pas casser l'ambiance, pour pas faire le rabat-joie. Et paf, la commande se transforme en steak frites et en pierre. Exactement. Et la décision vient pas d'une fin soudaine, c'est juste de l'adaptation sociale. Une fois, c'est pas grave, mais c'est la répétition quotidienne de ces micro-abandons qui détruit le momentum. C'est ça la vraie difficulté. Mais face à ce constat, comment on reprend le contrôle de cette dérive sans pour autant devenir asocial? Je trouve l'approche suggérée ici vraiment intéressante, parce qu'il ne s'agit pas de faire un tableau Excel de ses amis, mais un tri relationnel organique, en 3 niveaux d'action. La première catégorie est sûrement la plus douloureuse, les dissociations. Aïe, ça c'est la démarche radicale. Couper les ponts avec les relations toxiques. C'est brutal, mais parfois indispensable. Les gens qui drainent ton énergie vitale, qui répondent à tes idées par du cynisme, maintenir ces liens juste par nostalgie, c'est saboter son propre développement. Faut accepter le deuil de certaines relations. Comme on dit, on ne peut pas sauver quelqu'un qui se noie s'il nous maintient la tête sous l'eau. C'est très juste. Heureusement, la réalité n'est pas toujours binaire. C'est pour ça que la deuxième catégorie apporte une nuance super utile, la restriction de l'exposition. Et là, faut qu'on parle de cette distinction géniale entre l'ami de 3 minutes, l'ami de 3 heures et l'ami de 3 jours. C'est un concept tellement libérateur. L'idée, c'est pas de rejeter des gens sympas, mais de calibrer le temps qu'on passe avec eux.
Par exemple, l'ami de 3 minutes, c'est l'ancien collègue avec qui on rit bien à la machine à café. Mais on sait très bien que si ça dure 5 minutes, il va commencer à se plaindre de son boss, de la société. Donc la stratégie, c'est de garder l'interaction courte et positive. On rit, on dit qu'on a une urgence, et hop, on préserve son énergie. Exactement. L'ami de 3 heures, c'est celui avec qui tu vas refaire le monde autour d'un super dîner. Mais tu sais pertinemment que passer le week-end avec lui t'épuiserait à cause de ses habitudes désordonnées. On module l'environnement pour que l'influence reste bénéfique. C'est de la pure ingénierie sociale positive. Et la troisième catégorie, j'imagine que c'est la culture active de nouvelles influences? Bah oui, quitte à subir un courant de dérive, autant plonger dans un courant qui va vers nos objectifs. Faut chercher activement la compagnie de ceux qui incarnent les standards qu'on vise. Si on veut faire un marathon, lire un livre, c'est bien, mais s'inscrire dans un club de coureurs, c'est mieux. Totalement. Leur norme, se lever à 6 heures du matin le dimanche pour courir sous la pluie, ça va devenir ta norme, par mimétisme. L'idée, c'est de se créer un conseil consultatif personnel, des mentors, même virtuels. Leurs visions du monde vont agir comme une force d'attraction vers le haut. C'est clair. Donc, une fois qu'on a purifié l'eau de nos pensées et trié notre océan social, on pourrait se dire que c'est bon, on a fait le tour. Mais en fait, non. Ah non, il y a une troisième sphère d'une puissance redoutable. Notre environnement. L'espace physique et psychologique dans lequel on évolue tous les jours. Notre cerveau, il cartographie notre espace en permanence. Il s'éteint jamais. Et chaque objet autour de nous porte une charge émotionnelle ou cognitive. Ça nous amène au concept de vampirisme psychique. Le terme est fort, vampirisme psychique. Imagine une poignée de porte cassée depuis 3 mois chez toi, un tiroir qui coince, une pile de papier non trié sur le bureau. Vu l'extérieur, on se dit que c'est des détails matériels insignifiants. Sauf que pour ton cerveau, ce ne sont pas des objets inanimés, ce sont des tâches inachevées. En psychologie, on appelle ça l'effet Zeigarnik. L'esprit se souvient beaucoup plus des tâches non terminées que des choses accomplies. Ah oui, donc à chaque fois que mon regard croise cette fameuse poignée cassée, même sans faire exprès, le cerveau ouvre un dossier mental, constate le problème, génère un peu de culpabilité et referme le dossier. Et tout ce processus, ça consomme de l'énergie. C'est comme un ordinateur avec 50 applications ouvertes en arrière-plan. Tu regardes qu'une seule fenêtre, tu te crois concentré, mais la mémoire vive est saturée par ce qui tourne en sourdine. C'est fou. Ces petits défauts, ce sont littéralement des vampires invisibles qui pompent notre énergie goutte à goutte. L'encombrement physique génère un énorme encombrement mental. Et résoudre ça, c'est bien plus profond que juste faire du rangement. L'état de ton environnement physique, c'est le miroir exact de ton état d'esprit interne et des standards que tu juges acceptables. Ce qui nous amène à la phrase clé de cette réflexion, une vraie claque pour moi, la vie ne nous donne que ce que l'on accepte de tolérer. C'est d'une puissance terrifiante. C'est vraiment la phrase à retenir. Mais je pousse le raisonnement un peu plus loin. Le tiroir qui coince, on comprend l'idée. Mais dans la sphère immatérielle, si un collègue nous coupe tout le temps la parole, ou si un proche manque de respect, on tolère la façon dont on est traité? C'est précisément là que le principe a le plus d'impact. On apprend littéralement aux autres comment ils doivent nous traiter. Si tu dis rien face à un manque de respect, ou si tu souris face à une remarque déplacée pour éviter le conflit, On valide le comportement? absolument, c'est une validation silencieuse. Ça dit ce comportement est acceptable ici. Le niveau de notre vie relationnelle ou financière correspond exactement au niveau d'inconfort qu'on est prêt à supporter avant de dire stop. C'est vertigineux de réaliser ça. Si on refuse la pagaille matérielle, on s'oblige à s'organiser. Si on refuse le manque de considération, on est obligé de s'affirmer. En relevant ces standards, l'environnement n'a pas le choix. Il doit s'élever ou disparaître. C'est exactement la mécanique. Il y a une friction au début car l'environnement résiste. Mais une fois la nouvelle norme installée, c'est tout l'écosystème qui te propulse. Tout s'articule super bien. Ce fameux momentum, cette forteresse, faut la défendre, en étant le gardien impitoyable de son esprit, en choisissant les courants de son océan social et en nettoyant son espace de vie. Et pour mesurer l'impact de tout ça, faisons une dernière expérience de pensée. Imagine qu'un inconnu total ait accès à 3 choses très précises sur quelqu'un aujourd'hui. Lesquels? Son historique de navigation et les podcasts qu'il écoute dans les transports. 2. Les 5 derniers fils de discussion sur son téléphone. Et 3. Une photo de son bureau et de son salon. Donc l'information, les relations, l'environnement.
Exactement. Avec juste ces 3 photos de la réalité de cette personne, sans rien connaître de ses diplômes ou de ses talents, cet inconnu pourrait prédire avec une exactitude troublante où elle sera dans 5 ans. Ses revenus, sa santé émotionnelle, ses projets. Ça prouve à quel point on est façonné par l'extérieur. Ça a l'air écrasant, mais en fait, c'est super émancipateur. Puisqu'on a le pouvoir de modifier ces 3 paramètres dès aujourd'hui, on peut redéfinir notre destination. C'est exactement l'idée. Ça donne vraiment envie d'auditer ses tolérances directes et de nettoyer son propre verre d'eau. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.